à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. Le FNFI, un outil efficace de lutte contre la pauvreté, 9 ans déjà que le Fonds de la finance inclusive est mis en place par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, en permanence à l'écoute des Togolais à travers cette politique dynamique de proximité. Plus d'1 million de Togolais en sont touchés aujourd'hui. Des infrastructures modernes pour une économie plus compétitive, une autre vision du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé enclenchée ces 10 dernières années. Les résultats sont probants, rien qu'à y faire un tour de ville. Des milliards injectés dans ces infrastructures, notamment routières. Et puis nous irons en fin d'édition dans le Bamono pour la célébration de la fête traditionnelle à Pédazan, fête placée cette année sous le signe de la paix et de la cohésion sociale au Togo. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. 9 ans d'inclusion financière, des résultats positifs, 9 ans que le FNFI est lancé par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, pour offrir aux populations vulnérables un meilleur accès aux services financiers afin qu'elles puissent surmonter les contraintes pour exercer des activités génératrices de revenus. Plus d'1 million de Togolais en sont touchés. Et Kwesala en savoir davantage. Le Fonds national de la finance inclusive, mis en place en 2014, a transformé la vie des milliers de Togolais. En 9 ans, le fonds a réalisé d'importants progrès. 107,59 milliards de francs CFA de crédits octroyés à 1,8 million de personnes exclues des services financiers classiques. À travers ce mécanisme, l'ambition du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, est de lutter contre l'exclusion financière de toutes les couches sociales et économiques du Togo. Cette ambition s'est traduite à travers plusieurs produits du FNFI. Agricef, dédié aux producteurs agricoles. Agicef, pour les jeunes entrepreneurs. Et Abcef, pour les pauvres. 3 produits qui ont indéniablement changé le quotidien de plus d'1 million de personnes vulnérables grâce à l'accès aux services financiers. Avant, le FNFI avait des microfinances qui accordaient des crédits, mais il n'y avait pas cette facilité. Il faut avoir déjà fait des cotisations, avoir une garantie avant d'avoir un crédit. Et le taux d'intérêt était très élevé, ce qui ne permettait pas à toutes les femmes d'aller vers une microfinance et de solliciter un prêt. Avec le système du FNFI de mettre ensemble les femmes à travers les groupes solidaires, nous avons bénéficié des prêts à un taux réduit. Agicef, par exemple, s'adresse aux jeunes en fin d'apprentissage, en activité ou diplômés sans emploi, ayant envie de se prendre en charge à travers l'auto-emploi. Il cible les métiers comme la coiffure, menuiserie, maçonnerie, soudure, entre autres. Ce mécanisme garantit une assurance décès, invalidité, maladie et incendie de 0,75% du montant de crédit à la charge du bénéficiaire. Grâce à la politique entrepreneuriale du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, des milliers de jeunes en ont bénéficié au cours de ces dernières années. Agicef a accordé à juillet 2023 un montant de 16,56 milliards de francs CFA de crédit aux bénéficiaires. Abcef, de son côté, n'a pas enregistré moins de résultats. Il a permis à plus de 500 000 Togolais, surtout aux femmes, d'entreprendre des activités génératrices de revenus et de sortir de la précarité. Celles qui ont compris le mécanisme que l'émancipation ou l'autonomisation de la femme ne peut pas se faire sans elles, se sont mis. Elles ont pris des petits crédits, elles ont payé. Et la manière de remboursement ou le processus a permis au gouvernement d'aller plus loin. Après les 30 000, il y a eu 50 000, 100 000. Aujourd'hui, nous parlons de 5 millions avec les produits Nkodiri. Et avec ces produits, aujourd'hui, nous sommes des femmes d'affaires aussi. De 2014 à juillet 2023, seul le produit Accès des agriculteurs aux services financiers Agricef a permis d'allouer un volume de crédit de 34,47 milliards de francs CFA. À la date du 27 janvier 2023, le taux de remboursement des crédits octroyés à travers les différents produits du FNFI était de 94,76%.
Un chiffre élevé qui démontre que les bénéficiaires des crédits arrivent à matérialiser leurs projets et en tirent suffisamment de revenus pour rembourser leurs prêts. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, voit plus grand. Dans sa vision, il prévoit de toucher 255 000 personnes supplémentaires, dont des agriculteurs, pour assurer davantage la sécurité alimentaire et mieux combattre la pauvreté dans les différentes régions du pays. Lomé, la capitale togolaise. Le Togo, un pays en pleine modernisation infrastructurelle, juste un tour de ville pour s'en apercevoir, une politique d'émergence du pays enclenchée ces 10 dernières années par le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, et qui porte ses fruits, ce qui a nécessité de lourds investissements. Ulrich Amega. Lomé, la capitale togolaise, vue d'en haut. Une vue magnifique offerte par appartements, immeubles, infrastructures routières et ouvrages portuaires. Une transformation extraordinaire démarrée il y a une dizaine d'années avec une politique de réseau routier en bonne marche. Les routes Lomé-Anéro, Vaughan et Palimé, la nationale numéro 1 complètement rénovée, des passerelles construites ci et là. Une multitude d'actions en faveur de l'amélioration du cadre de vie des populations qui illustre bien la vision d'un pays attractif voulu par le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. Entre 2015 et 2021, les investissements dans les travaux de réseau routier ont coûté près de 1 000 milliards de francs CFA à l'État togolais. La voie là, c'était une voie où on avait souffert beaucoup. Pour prendre la moto ou bien pour prendre la voiture ici, arriver à Togo commun, c'est pas facile. Tu vas rouler seulement dans les trous. Mais ça fait quelques temps là, on roule normalement. Sinon, ça va mieux, on roule normalement avec les arrangements d'ici jusqu'à Anéro, ça va. Et surtout que moi, je suis dans la préfecture de Lac. Des Lacs, je disais que maintenant, si je vais aller à Anéro, je vais rouler sous la lumière jusqu'à arriver à Anéro. Déjà, c'est bon. Parce qu'avant, pour aller à Anéro, il faut rouler aussi dans l'obscurité quelque part. Et ça nous fait peur. Maintenant, il y a la lumière, les lampadaires un peu partout, ça roule bien. Nous avons une bonne voie. Merci au chef de l'État qui nous a aidés. Ça maintenant avantage les bonnes dames. Presque toutes les voies sont alimentées. Les bonnes dames vendent maintenant aisément. La vision du chef de l'État est de faire du Togo un grand centre d'affaires et de Lomé un hub logistique de premier ordre dans la sous-région ouest-africaine. Une ambition qui progressivement se concrétise à travers le port autonome de Lomé qui de plus en plus attire beaucoup d'investisseurs. De 2020 à 2023, son trafic global a subi une augmentation passant de 22 millions de tonnes à près de 30 millions de tonnes. En termes de chiffre d'affaires, le port est passé de 29 milliards de francs CFA en 2018 à 39 milliards en 2022. L'aéroport de Lomé n'est pas en reste dans cette politique infrastructurelle insufflée par le président de la République. Le Togo dispose depuis quelques années déjà d'une aviation en pleine modernisation. Une nouvelle aérogare, l'une des plus attrayantes de la sous-région, répondant aux normes internationales en matière de sûreté et de sécurité. Le Togo nouveau qui se transforme suscite admiration et convoitise. En témoigne la reconnaissance faite à l'endroit du pays en juillet dernier lors du forum de l'Africa 50 abrité par le Togo. L'Africa 50 s'engage aux côtés du pays à combler le déficit de financement des infrastructures dans cette dynamique de réalisation des projets et programmes. L'objectif est de contribuer à la concrétisation de la vision de développement portée par le chef de l'État, telle qu'inscrite dans la feuille de route Togo 2025. La saison pluvieuse est le cauchemar des populations de l'Est Mono et de l'Ogou. Le trafic est perturbé à cause des rivières en crue. Le ministre chargé du désenclavement et des pistes rurales est allé s'enquérir des réalités que vivent les populations en période de grande saison pluvieuse afin de prendre des mesures idoines. Sylvain Abdou. Parmi les ponts les plus critiques identifiés dans l'Est Mono, dans le contexte du projet de construction d'urgence, figure également en bonne place le pont sur le fleuve Ogou, reliant Gbadiakhé à Awayo. Le ministère est également rendu là, malgré le trajet très difficile,
où il faut parcourir 10 km avant l'accès du site pour constater le comportement de ce fleuve qui empêche la fréquentation des 10 villages en période de crue. Une visite qui soulage d'ores et déjà les populations. Chaque fois, on ne fait qu'enregistrer les noyades dans le fleuve. Nous remercions vivement le chef de l'État d'avoir dépêché une équipe, le ministre et sa suite, de venir toucher de doigt les vraies réalités que nous vivons ici. Que Dieu l'accorde la bonne santé, la force, le pouvoir pour qu'il puisse mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir nous aider à réaliser cet ouvrage. Le canton de Guadaïa a des problèmes parce qu'il est divisé en deux parties par l'affluent au Gou. Donc notre prière plutôt, c'est que la réalisation du pont sur l'affluent au Gou serait la bienvenue. C'est le cas également ici à Elavagno dans la commune Esmono 1. Le fleuve concerné, celui reliant Kolidé à Adibo. Cela témoigne encore une fois de la reconnaissance que vraiment le chef de l'État ne cesse de témoigner à l'égard de sa population, notamment sur le plan social. Direction à Dougbelan, à 9 km de Boko, dans la préfecture de Logou. Ici, c'est le fleuve Mono qui retient l'attention du gouvernement. Pour y accéder, il faut parcourir au moins 5 km à pied. Un exercice auquel s'est prêté le ministre pour mieux comprendre comment ces populations vivent des deux côtés de la rive. Pour quitter à Tchinedji, pour arriver à Takpamé, ça fait 90 km. Avant, quand nous quittons avec 35 km, nous sommes à Takpamé. Nous les femmes, nous souffrons beaucoup. Nous avons tant de villages de l'autre côté et avant de venir par ici transporter les femmes en grossesse, transporter nos produits agricoles, c'est tout un problème. À travers cette visite, le gouvernement envisage la construction d'un pont de 120 mètres sur ce fleuve pour désenclaver ces zones dont une partie appartient à Agné et l'autre à Logou. Ceci pour faciliter le rapprochement. L'arrivée du ministre pour nous annoncer cette nouvelle, c'est une joie qui ne dit pas son nom qui nous anime. À partir d'ici vers là, c'est la préfecture de Logou. Déjà après, à partir de l'autre rive, c'est la préfecture de l'Agné. Toute la population qui est devant et derrière nous souffre quotidiennement pour se joindre, pour leur activité quotidienne. Donc cette initiative du chef d'État, c'est pour pouvoir résoudre ce problème-là que nous apprécions. Je voudrais dire un sincère merci au chef de l'État et j'implore les membres de nos ancêtres et Dieu le Tout-Puissant de l'accompagner dans ce projet et pour que y ait la santé et la longévité. La visite du ministre, c'est pour toucher du doigt la réalité pour plus d'engagement auprès des populations. La réalisation des infrastructures nécessite assez de financement, a expliqué le ministre, qui a demandé aux populations de toujours prier pour le chef de l'État en vue de la mobilisation des ressources pour la réalisation du projet. Pour des infrastructures bien conçues, il faut des ingénieurs en génie civil compétents. Et pour cela, ils doivent s'approprier des qualités requises. Une session de formation est organisée à leur intention à Lomé pour approfondir leurs connaissances en phase avec les nouvelles exigences du marché de l'emploi. Christine Pété-Kialoudé. La relecture des programmes des établissements et centres de formation dans l'enseignement technique et de l'artisanat relève la nécessité d'opter pour plus de pratiques. Le ministère de tutelle veut des profils aptes à s'insérer plus facilement sur le marché de l'emploi. Les éducateurs et encadreurs spécialité génie civil améliorent leurs compétences pédagogiques sur l'utilisation des techniques et outils modernes liés au métier pour leur prise en compte dans l'enseignement. Ils auront à faire 2 jours de topographie, mais après ils partiront sur tout ce qui est dessin assisté par ordinateur, conception assistée par ordinateur. Après ils iront à travailler sur les essais en laboratoire, sur les matériaux de construction, sur le façonnage, le ferraillage, et ils vont monter les murs
apprendre donc à utiliser tout ce qu'il faut comme technologie moderne de contour, de contrôle, de parallélisme, de perpendicularirité, tout ce qu'il faut pour que notre cadre de vie soit agréable avec donc la main de ces jeunes que nous serons à former. L'amélioration de la qualité de l'éducation est une priorité du gouvernement. Avec le ministère de l'enseignement technique, il n'y aura plus des à peu près dans la réalisation et conception des ouvrages. Le secteur doit participer à accroître l'économie et contribuer à réduire la pauvreté. Les sortants du système de formation éprouvent des difficultés à s'insérer sur le marché du travail. Ils sont sous-cotés sur le marché de l'emploi et ne participent pas assez à l'exécution des grands travaux d'infrastructure. Le ministère en charge de l'enseignement technique de l'artisanat, maître d'ouvrage délégué de ce vaste chantier, s'investit dans le renforcement des capacités de son personnel enseignant afin d'en faire des contrôleurs aguerris de la structure et des armatures de la formation. Plus d'une trentaine d'enseignants génie civil prennent part à cette formation. Elle est financée par l'UNESCO à travers sa commission nationale. Tout autre chose, le programme 2030 des ODD, Objectifs de développement durable, adopté par les États membres de l'Organisation des Nations Unies, arrive à échéance dans 7 ans. Les personnes handicapées, qui représentent 15% de la population mondiale, se sentent toujours exclues dans les politiques et programmes de développement. La Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, FETAF, et partenaires attire l'attention des pouvoirs publics et des populations afin que des dispositions soient prises avant le sommet sur les ODD qui aura lieu dans 45 jours pour un bilan à mi-parcours. Clarisse Aticlé. Ne laissez personne de côté. Une promesse des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. 8 ans après l'adoption de ce programme par les Nations Unies en 2015, les personnes handicapées se sentent toujours exclues. La Fédération des associations des personnes handicapées, FETAF, tire la sonnette d'alarme. On n'appréhende pas forcément les réalités des personnes handicapées. Elles ont des particularités qu'il faut rechercher. Elles ne sont pas aussi repérables comme les autres groupes vulnérables. Et tant qu'on ne mettra pas des indicateurs au projet, au programme de développement, des indicateurs qui parlent des personnes handicapées, on aura des difficultés à les prendre véritablement en compte. Ce sont autant de défis et enjeux qui entravent l'atteinte des ODD. Le bilan à mi-parcours de ce programme mondial aura lieu les 18 et 19 septembre 2023 lors d'un sommet sur les ODD. À 45 jours de ce rendez-vous, la FETAF et son partenaire Sightsavers appellent à plus d'inclusion des personnes handicapées dans les politiques et programmes du pays. 92% des objectifs sont liés aux droits des personnes handicapées. Et bien sûr, on nous a dit qu'il ne faut laisser personne de côté, donc on doit vraiment faire l'effort. Nous devons tous agir. On ne peut pas atteindre les objectifs de développement durable sans qu'ils ne soient impliqués. À travers cette conférence de presse placée sous le thème « L'État togolais engagé dans le développement de la communauté vulnérable », la population est mobilisée pour signer une pétition en vue du financement des actions de plaidoyer. Si nous signons cette pétition, ça va cliquer la lettre là-bas et on va mettre le Togo sur la plateforme. Vous devez financer les causes des personnes handicapées, toutes les actions qui sont prises pour appuyer les personnes handicapées. Il faut que le gouvernement vraiment intervienne. Depuis cette tribune, un appel est lancé pour un changement de mentalité et de regard sur les personnes handicapées.
Allez, passons maintenant à l'actualité internationale. Au Mali, la MINUSMA a annoncé hier avoir anticipé pour diverses raisons de sécurité son retrait d'un camp dans le nord du pays, une base que l'armée affirme avoir récupérée. La mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a annoncé ce dimanche avoir anticipé pour des raisons de sécurité son retrait du camp de Ber dans le nord du pays, que l'armée affirme avoir récupéré malgré les convoitises de l'ex-rébellion Touareg. La MINUSMA a anticipé son retrait de Ber en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone et des risques élevés que cela fait peser sur les casques bleus, explique-t-elle sur le réseau social X, anciennement Twitter. La zone de Ber est depuis quelques jours le théâtre de tensions, opposant d'une part l'armée et le groupe paramilitaire russe Wagner, et d'autre part la coordination des mouvements de l'Azawad, ex-rébellion Touareg. La MINUSMA applique ainsi la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013, à la demande de la junte arrivée au pouvoir par la force en 2020. Les départs des 11 600 soldats et 1500 policiers de diverses nationalités déployés au Mali s'effectueront progressivement d'ici à la fin de l'année. Hors de l'Afrique en Équateur, un autre journaliste propulsé dans la course à la présidentielle pour remplacer le candidat assassiné, Christian Zurita, a été désigné pour représenter le parti centriste à l'élection dont le premier tour se tiendra le 20 août. C'est lui le nouveau candidat de Construye pour la présidentielle en Équateur. Journaliste lui aussi, il remplace désormais son allié Fernando Villavicencio, tué mercredi dernier en pleine rue. Et il compte bien respecter son héritage politique. Les idées de Fernando et notre plan gouvernemental sont totalement intacts et nous allons les respecter. Avec lui, nous avons créé ce plan antiterrorisme et anti-mafia pour protéger l'Équateur. Le parti centriste avait dans un premier temps désigné Andrea González. Un revirement de dernière minute justifié par le risque de voir sa candidature invalidée. L'ex-candidate tient toutefois à souligner l'unité du parti. Le candidat que nous avons choisi d'un commun accord avec Construye est le frère de lutte de Fernando Villavicencio. Andrea González aurait elle aussi été écartée à cause de son engagement pour l'environnement. Un thème en décalage par rapport aux préoccupations en Équateur. Lors du débat qui a confronté tous les candidats à la présidentielle hier, il n'était en tout cas pas question d'écologie. La sécurité a monopolisé la plupart des échanges, tant chez les candidats de droite. Nous reprendrons le contrôle des 36 prisons ainsi que des frontières pour que le trafic de drogue et d'armes n'atterrisse plus dans nos rues. Qu'à gauche, dans le camp de l'ancien président Correa, nous l'avons déjà fait auparavant. Nous replacerons la sécurité dans les rues pour arrêter ces meurtres d'une main ferme. Et y compris pour l'avocat indigène Yacu Pérez qui exhibait un large ruban noir pour les victimes des cartels. L'assassinat de Fernando Villavicencio, suspecté d'avoir été commis par une bande de narcotrafiquants, influencera-t-il le scrutin ? Une chose est sûre, l'élection le 20 août prochain se déroulera sous très haute sécurité. L'Équateur fait face à une recrudescence de la violence et du trafic de drogue, du jamais vu auparavant dans le pays. Hawaï, le bilan s'alourdit, l'entraide s'organise, les incendies ont fait au moins 96 morts. Les autorités sont dans le viseur de la justice. Ce n'était pas un dimanche comme les autres pour ces fidèles hawaïens venus assister à la messe. Un café accueille ses paroissiens, leur église à Lahaina a été totalement détruite. Mais le pasteur tente de garder espoir. Nous allons reconstruire, mais combien de temps est-ce que ça va prendre? Difficile à dire. Des paroles réconfortantes, suivies d'actes. Sur l'île de Maui, où plus de 2000 bâtiments ont été détruits, l'entraide s'organise. Des bénévoles orientent les sinistrés dans les centres de donation. Les gens apportent de la nourriture, de l'eau, des vêtements. Un peu de tout ce dont on a besoin. Sur cette plage, une chaîne humaine distribue des vivres. Une employée de ce service de croisière répond à sa manière à l'urgence depuis une île voisine. Mais à côté des images de solidarité, le cauchemar est toujours présent. La garde nationale passe au peigne fin les décombres. Et à mesure que le bilan s'alourdit, la colère monte chez les habitants qui pointent la responsabilité des autorités.
Je regardais les informations sur mon téléphone et il disait « L'incendie est à des centaines de kilomètres au sud. Nous allons avoir des vents forts, mais pas d'inquiétude à avoir. » Le lendemain, mon appartement est devenu tout noir. Face à la grogne de plus en plus pressante, le gouverneur de l'île tente de s'expliquer. Le temps nous dira si nous aurions pu mieux protéger les gens. C'est pour cela que nous regardons tout ce que nous avons fait de façon transparente. Mais c'était compliqué. Il y avait plusieurs incendies en même temps sur notre belle île. La sénatrice démocrate pour Hawaï, Mazie Hirono, ne fait aucun commentaire alors qu'une enquête est ouverte sur le manque de préparation des autorités. Sur CNN, elle dit ne vouloir chercher aucune excuse pour cette tragédie. Revenons au Togo et c'est les grandes vacances. Comment s'occuper pour éviter l'ennui? Eh bien, 3 jeunes frères ont choisi, eux, d'aider leur oncle dans son restaurant. Un job de vacances, vous allez le voir, qu'ils font avec ardeur. Un reportage réalisé par Awefa Nuchuga et présenté par Isaka Aruna. Dans ce restaurant de la place se dessine la silhouette dynamique de 3 jeunes prodiges, Mathias, Jonathan et Jonas. Cette triade de jeunes esprits avides ont décidé de porter main forte à leur oncle durant cette parenthèse estivale, les grandes vacances. Pendant les vacances, j'aime beaucoup travailler parce que mon oncle travaille au resto. Mais je suis serveur. Je sers les boissons, je sers la nourriture. Je fais au maximum 18 heures ici. On a les jours de repos comme le dimanche. On joue au ballon. Prendre les commandes ou bien orchestrer le ballet de service ou encore polir chaque recoin lors du ménage. Ici, l'harmonie règne et chaque membre a un rôle taillé sur mesure. Je prends les commandes et je sers les boissons et je débarrasse les tables. J'ai décidé d'aider mon oncle car j'aime travailler plutôt de m'amuser. Comme travail dans ce resto, je sers la boisson. Un désir manifeste d'absorber les ficelles du métier, un professionnalisme qui émane de ces jeunes étoiles montantes. Les clients captivés par cette aura ne cachent pas leur enthousiasme. Initiative pour les garçons de venir aider leurs parents lors des vacances. Moi, je trouve qu'elle est louable puisque c'est mieux que de traîner dans les rues pour s'amuser. S'il y a satisfaction chez les clients, c'est surtout Chris, l'oncle des 3 frères, qui a le cœur débordé de fierté. Les vacances ne sont pas faites seulement pour les loisirs. Les vacances sont faites aussi pour savoir gagner aussi leur vie. Ils sont avec moi, ça fait déjà 1 mois et demi. Je suis très satisfait de leur service. Mais déjà, je trouve des gens en eux qui sont accoyants, qui sont méticuleux. Les vacances, loin d'être des jours de repos et d'amusement, les voilà qui se transmutent en opportunités, des chances de croissance que Mathias, Jonas et Jonathan ont su saisir avec conviction inspirante. Après un foin en 2019, les filles et fils de la préfecture de Bamono se sont mobilisés ce samedi dans le canton d'Atitongon pour la célébration d'Akpedazan, une fête commémorée cette année sous le signe de la contribution du Bamono au renforcement de la paix et de la sécurité au Togo. Une occasion pour les populations de valoriser leurs traditions. Isaka Aruna. Fête traditionnelle Akpedazan dans la préfecture de Bamono. Moment de retrouvailles des filles et fils de la localité pour célébrer la culture et la tradition, marquée ici par la sortie de la divinité Zangbeto. Célébré au départ dans chaque canton, Akpedazan s'est mis depuis 2019 en fête préfectorale avec l'érection de Bamono en préfecture. Dans l'union et la fraternité, les populations Wati et Tala, essentiellement agricoles, remercient Dieu et les manes de leurs ancêtres pour l'abondance des cultures. Avant de goûter le premier maïs, nous remercions Dieu en lui offrant la première récolte. C'est lui qui mange d'abord et nous on suit après. En promouvant ces fêtes, nous retrouvons nos valeurs culturelles, même spirituelles. Donc nous disons merci vraiment au gouvernement
au président de la République, au Premier ministre, à la présidente de l'Assemblée nationale pour leur effort à vouloir valoriser nos fêtes. Akpé d'Azan 2023, c'est sous le signe du renforcement de la paix et de la sécurité, un témoignage de l'adhésion de ces populations à la politique de valorisation et de la promotion de la culture. Dr Lidi Bessi-Kama, représentant personnel du chef de l'État à cette occasion, a salué ces rendez-vous annuels des filles et fils de la préfecture de Bamono. Cette manifestation culturelle se présente comme l'un des remparts, sinon une thérapie, contre la mondialisation culturelle qui défigure, persécute et dévore nos identités culturelles à l'échelle locale et internationale. C'est pourquoi je vous invite à préserver et à pérenniser les traditions et cultures de la préfecture du Bamono par le truchement de la fête Akpé d'Azan qui se positionne comme l'un des événements culturels majeurs de votre préfecture. Des prix d'excellence ont été remis aux meilleures filles à l'examen du bac 2, ainsi que des prix d'encouragement aux meilleurs concurrents des différentes compétitions qui ont marqué cette deuxième édition d'Akpé d'Azan. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo assure le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.